dans ce cas-là, que l'État mette en place des campagnes. Nous, on est là, let's go. Qui est nous pour faire rêver les Français. C'est dur parce que c'est des sujets, on a tellement de connaissances, mais malheureusement, sur les réseaux, les gens veulent la facilité. Je vais le accenter à Et la c'est mode. qu'en fait, Le dernier hack pour c'est ça. perdre 18 000 kilos. Et je pense que si on veut pas que la France, et par extension, on va dire le modèle occidental, soit en fait en fin de parcours, il faut qu'on recrée de l'espoir. Bienvenue dans le podcast Corps et Esprit, le podcast qui prend soin de votre santé physique et votre santé mentale. Aujourd'hui, 17e épisode, toujours dans les studios de la capsule. Un invité d'honneur aujourd'hui, Valorant. Comment vas-tu ? Ça va très bien et vous, merci de me recevoir. Bah, ça va écoute, super, ouais, merci ça à toi va, d'être hein. venu. hein. Non, je suis ravi et puis en plus, toujours content de pouvoir parler un peu de sujets qui sortent un tout petit peu du côté business premier degré, donc c'est cool. C'est l'avantage. C'est vrai qu'on va parler de santé. Je pense qu'on t'a pas trop entendu parler de ça jusqu'à présent. Tu parles plus de ton business. Et c'est l'occasion de parler de choses un peu nouvelles. Avec plaisir. Voilà. Donc, déjà, donc encore merci. On sait que tu es quelqu'un de très actif, plutôt hyper actif. Tu t'arrêtes jamais. Mais justement, est-ce que parfois, tu arrives à t'arrêter et te dire, bon, là, j'arrête tout, je fais une pause? Alors c'est compliqué parce que j'ai vraiment toujours grandi dans ce paradigme d'être hyperactif. Donc en fait, j'ai du mal à faire une comparaison d'un avant-après ou quoi que ce soit. En revanche, je me rends bien compte que l'hyperactivité, ça me pousse à aller chercher en gros de la dopamine ou des récompenses et tout dans différents trucs. Et qu'en fait, dès que je commence à essayer de me prendre des week-ends plus calmes ou des périodes plus calmes, je sens que je tourne vite en rond. Mais d'autre côté, ça a un énorme avantage parce que c'est aussi là où je peux avoir des pics de créativité. Parce qu'en fait, du coup, c'est un peu un truc très basique que nos parents nous ont dit 1000 fois, mais qu'en fait, on les écoutait pas parce qu'on était des sales gosses, qui est de se dire, en fait, ennuie-toi. En fait, ennuie-toi parce que c'est là que tu vas aller trouver ta personnalité, faire de l'introspection et réfléchir. Et c'est vrai que généralement, les périodes où j'ai les idées les plus claires sont comme les périodes où j'ai coupé du taf direct, que ce soit en vacances ou en week-end, tu vois. Et t'arrives à t'imposer des moments de... Tu te dis, je vais marcher 2 heures exprès sans téléphone, sans rien ? Alors non, marcher pas forcément. Je marche un peu pour me rendre d'un endroit ou un autre, mais je mets quasiment toujours de la musique, qui est d'ailleurs une énorme source de dopamine, trop sous-estimée. J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais, mais le demander aux gens d'arrêter leur musique et de voir leur réaction, en fait, ils auront la même réaction qu'ils auraient avec la clope, avec l'alcool, avec la malbouffe et tout. C'est hyper intéressant. C'est un truc. J'avais vu une vidéo passionnante sur le sujet de Minute Papillon, qui parlait justement en gros de la musique comme en gros outil outil anti-ennui, de récompense rapide, tu vois. Non, ce que je fais le plus par rapport à ça, c'est avant de m'endormir, pour m'endormir. Mais en gros, pour m'endormir, je cherche pas à m'endormir. C'est-à-dire, je pense aussi peut-être pour ça que j'ai aucun problème de sommeil et tout. C'est au contraire, je cherche à ne pas m'endormir entre guillemets et à être dans un moment où genre je laisse mon cerveau divaguer comme une forme de méditation, mais pré-sommeil, et je garde toujours. Alors pas forcément mon tel, mais j'ai un tel en plus que j'utilise de plus pour des vidéos, du montage et tout, que je mets à côté de moi, et du coup ça met des idées pendant ce moment-là, et j'en ai généralement plein, c'est à ce moment-là j'en ai le plus, je me les note et tout, et après je retourne dessus le lendemain matin ou dans la semaine, tu vois. Et ça pour le coup c'est peut-être le moment où je me mets un vrai moment de calme dans ma journée, tu vois, et ça fait pas mal de bien, parce que, et surtout d'avoir pris ce réflexe de le faire tous les jours, en mode je m'endors avec un tel à côté de moi, pour pouvoir noter des trucs auxquels je pense, ça crée aussi une routine d'évacuer plein de choses que j'ai pensé pendant la journée mais que j'ai pas eu le temps de noter ou que j'ai pas eu le temps de prendre. Mais sinon, non, c'est vrai qu'il y a des moments où parfois j'ai un peu le tournis, mais premier degré, d'avoir dû gérer trop de trucs, d'avoir bougé à trop d'endroits, de vraiment passer d'un rendez-vous à l'autre. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai remarqué très récemment, je sais pas, depuis peut-être 3 à 6 mois, que quand j'avais des journées où j'avais vraiment pas une minute de break, je terminais la journée avec... T'es bourré limite, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Putain, c'est fou, bourré d'informations en fait. Exactement. Hyperventilation un peu aussi. Tu sais, t'as pas le moment de reprendre un peu le calme, ta respiration, t'es dans le jeu, ton cerveau il finit une tâche, il doit s'adapter à l'autre. Ouais, et en plus, quand t'es hyperactif, je sais pas si les gens qui le sont ressentent ça aussi, mais t'as un peu ce kiff d'être dans le mouvement perpétuel, que ça aille vite et tout. Et même moi, c'est con, mais même quand je suis dans une soirée et tout, j'adore bouger dans la soirée, même juste pour faire des tours, tu vois, mais j'ai un peu ce truc de... Tu vois. Ouais. Et en fait, cette mécanique-là, tu la retrouves, je trouve, pas mal dans les journées ultra pleines, tu vois, où je fais pas forcément beaucoup de deep work, mais je vais avoir des rendez-vous commerciaux, je vais avoir des réunions d'équipe, je vais avoir des déjeuners avec des clients ou autres, je vais avoir des réunions édito pour lancer des projets. Et là, je sens qu'à la fin de la journée, je suis... Wow. J'ai fait tout ça. Tu te rends compte pas du tout le travail que t'abats par jour ou... J'ai l'impression de rien vraiment je sais que je suis too much là-dessus, mais j'ai l'impression de pas du tout travailler. Non, mais c'est normal, quand t'es entrepreneur, on sait que... Mais je pense que tout le monde a ce truc-là, et j'ai écouté une idée d'un Américain, je sais plus si c'est Ryan Holiday, le mec de Trust Me, I'm Lying. Trust Me, I'm Lying et Never Eat Alone,
qui disait un peu en gros genre faut réussir à être sa plus sévère critique quand t'es dans l'action et son plus puissant soutien quand t'es dans la pause en fait, tu vois. C'est beau. Et c'est un vrai truc qui est difficile à arbitrer comme concept, qui est de se dire comment on réussit à faire en sorte d'avoir énormément d'énergie et d'exigence quand tu es dans le mouvement, quand tu dois délivrer et tout, et en même temps accepter que quand le match est fini, pour prendre l'exemple d'un joueur de foot, bah en fait on peut pas refaire le résultat. Donc on doit dire on a donné le meilleur d'entre nous et on passe au match d'après, quoi. C'est un truc qui moi m'a fait beaucoup de bien et parfois j'ai des déclics psychologiques comme ça, je fonctionne beaucoup comme ça, où en fait un déclic va te permettre de te faire découvrir une vérité beaucoup plus générale sur toi, sur les autres, sur ce que tu penses en fait de comment tu fonctionnes. Et ce truc-là est un truc qui, je pense, est énormément lié à ma consommation de contenu, au fait que je suis quelqu'un qui baigne dans beaucoup de cercles d'influence, d'idées différentes entre la politique, l'entrepreneuriat, les films que j'adore, le foot aussi. Et parfois, tu connectes des idées, tu connais des trucs, et t'es en mode « Ah putain, je l'avais pas vu comme ça, tu vois. » Et ça, c'est des choses où je trouve que t'as vraiment, tu t'arrives à gagner un vrai plus de santé mentale parce qu'en fait, tu résous les problèmes que tu as identifiés grâce à ça, tu vois. Ouais, putain. Et en fait, beaucoup parler, je me rends compte de ça que les gens, quand ils parlent entre eux, mais c'est un truc dont je me suis rendu compte tard, parce que comme moi j'étais dans ma propre réalité, je voyais juste ce que je vivais, je voyais pas ce que vivaient les autres. Et au fur et à mesure de vivre de plus en plus en communauté, je suis en coloc avec mes associés, je suis avec ma sœur quasi 24/24 et tout. Il y a plein de moments où je suis plus un leader en fait dans la conversation ou dans le mouvement, et du coup j'écoute ce que disent les autres et je me rends compte à quel point en fait j'ai un biais que je pense que je suis pas le seul à avoir, mais qui est assez minoritaire je parle énormément d'amélioration, d'idées, de comment aller mieux, comment penser mieux, comment tout ce que tu veux. Et en fait, je pense que le fait d'avoir de l'intelligence collective, de se dire, bah là, nous, on discute de santé mentale et de santé physique. Vous, ça fait, vous avez dit 16, 17 podcasts que vous en êtes là. Ouais. Au bout de 17 podcasts, c'est pas seulement que vous ferez des vues et que vous serez vus comme des figures d'autorité, c'est aussi que vous serez très fondamentalement meilleur dans votre domaine parce que vous aurez eu 16, 17 personnes qui vont partager des idées différentes. Certaines que vous allez rejeter complètement, d'autres que vous allez prendre et garder. Et en fait, c'est un peu comme ça que vous allez réussir à construire. On se nourrit en fait de chacun. Exactement. Ouais, la dernière fois, on a fait un podcast, on a remis en cause quelque chose sur les œufs. Voilà, petite parenthèse. À force d'écouter, tu vois, on a eu 2 experts de l'alimentation ancestrale et comme tu dis, on remet en question tout ça. Mais du coup, avec tout ce que tu dis là sur la dopamine, la musique, le fait que toi, t'as besoin d'aller en chercher et tout, t'as pas peur au bout d'un moment, avec tous les événements que tu fais, de toujours devoir en chercher, de plus réussir à en trouver et de tomber dans une sorte de cercle vicieux. Tu vas dire merde, je fais comment? Alors c'est vrai, mais j'ai eu un déclic il y a 3 mois justement dans ce sens-là. Non mais vraiment, et ça a été hyper important pour moi, parce que c'était je pense le point fondateur, c'est j'ai enfin compris quelque chose de très fondamental dans ce que les gens vont aller chercher du succès en rapport aux autres. Les gens, la majorité du temps, ils veulent quelque chose en espérant que les gens aient une réaction sur ce qu'ils auront. Je vais faire tant de chiffre d'affaires et du coup les gens penseront que je suis un bon entrepreneur. Je vais réussir à être avec telle fille ou tel mec. Du coup les gens ils vont penser que je suis haut dans l'échelle de séduction ou ce genre de choses. Mais en fait la récompense attendue c'est la validation des autres, c'est le regard des autres. Et du coup comme ils arrivent à l'avoir, ils ont ce regard des autres pendant potentiellement un court instant, puis ils l'ont plus. Et du coup, ils sont extrêmement malheureux parce qu'ils ont l'impression de s'être battus pour quelque chose qui ne les remplit pas du tout. Et tu as de l'autre côté d'autres types de choses que tu peux aller conquérir qui te rendent fondamentalement heureux parce qu'en fait, ça émane de toi. C'est en fait complètement décorrélé du regard des autres. Et ça, c'est des choses, en tout cas, moi, à titre perso, qui me remplissent tout le temps. On vit dans un super appart avec mes 2 associés parce qu'on a beaucoup bossé pour et que c'est super important pour nous de pouvoir avoir vraiment une espèce de place forte. Je suis toujours hyper content de mon appart. Alors que tu pourrais t'attendre un peu dans l'éternelle insatisfaction des entrepreneurs ou autres. De vouloir toujours plus. De vouloir toujours plus. Je veux pas plus aujourd'hui. Je suis très bien là et je serai très bien là pendant encore pas mal de temps. Et donc, en fait, tu te rends compte que cette chose-là, c'est parce que je voulais très profondément avoir un espace de vie où je suis en harmonie avec mes deux colocs, où je suis bien dans mon quotidien, où j'ai de l'espace, où je me sens bien. Beaucoup plus que je voulais que les gens se disent « Waouh, ton appart, il est cool. » Je m'en fous de ça, en fait. Et à l'inverse, tu vois, je me suis rendu compte, parce qu'on a fixé des objectifs très élevés cette année pour mon groupe média, et je me suis rendu compte parce qu'on a eu un léger pivot à faire sur une de nos business units, et donc du coup ça me stressait en me disant peut-être qu'on va prendre un peu de retard dans ce truc de chiffre d'affaires et tout ce que tu veux, et en fait je me suis projeté virtuellement en me disant voilà, je vais atteindre cet objectif de chiffre d'affaires, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Bah en fait, juste que les gens me trouvent stylé. Il n'y a aucune réelle satisfaction que ça. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plus m'intéressé en fait dans ce chiffre d'affaires, c'est la boîte qui progresse, les clients qui sont contents, le fait d'avoir plus d'argent pour développer des projets, le fait d'avoir plus d'argent à titre perso pour pouvoir mener des trucs cool. Et en fait, je me suis rendu compte que ces trucs-là, tu peux fixer 3 millions, 4 millions ou 5 millions d'objectifs. En fait, ça va être pas très différent en fait. Et que ce que tu veux, c'est
c'est réussir, c'est accomplir des trucs. C'est pas tellement avoir cette barre-là ou cette autre barre-là. Et je pense que ça peut être très malsain, surtout dans un écosystème de création de contenu où tout le monde parle, on est là, on se compare, on regarde. Ouais. Ça peut être très malsain de se dire, j'ai envie de gagner à cette course de la comparaison. Alors que cette course de la comparaison, elle n'émane pas de toi, en fait. Elle vient vraiment de l'extérieur. Donc tu peux distinguer, en gros, des motivations exogènes et des motivations endogènes. Exogènes, ça vient des autres. Je fais un gros chiffre d'affaires pour que vous me dites, oh là là, regardez Valorant, on reçoit Valorant, il fait des gros chiffres d'affaires, c'est stylé. Ou des motivations endogènes. J'ai envie de faire un bête de chiffre d'affaires parce que j'ai envie d'avoir une boîte puissante qui paye très bien ses équipes, qui approfondit ses compétences, qui m'enrichit personnellement. Ça, c'est très différent de vous qui est le regard. Pourtant, ça peut être le même objectif. Et en fonction de la motivation, tu te sens ultra rempli ou ultra vide à la fin d'avoir accompli un objectif. Est-ce que tu penses que c'est dû aussi au fait que peut-être que ta progression a été plutôt, pas directe d'un coup, comme ça a pris du temps, t'as beaucoup bossé, tu te dis, j'ai pas besoin de prouver des choses aux autres, mais plutôt à moi, ou tu penses que c'est vraiment parce que toi, t'arrives à prendre du recul et tu te dis, non, je sais que j'ai pas envie de le faire pour les autres, mais vraiment pour moi? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a évidemment un facteur temps, parce que plus tu passes de temps, donc ça fait 4 ans qu'on a lancé le crayon, ça fait, on va dire, 3 ans qu'on a lancé la boîte, et ça fait 6 mois, 9 mois qu'on est vraiment un groupe média. On a eu le temps de réfléchir à plein de trucs, mais d'un autre côté, je vois des gens qui ont des boîtes depuis beaucoup plus longtemps que moi, et parfois des boîtes vachement moins excitantes, et qui sont toujours dans cette quête de validation. Ouais. Donc je pense qu'il doit y avoir un rapport personnel à ça, chose. Ouais, t'inquiète. Hein. De l'ego peut-être aussi? Oui, et puis surtout, je pense que c'est des gens qui, en fait, n'ont encore pas fait le lien logique dans leur tête que ce qui les rendait insatisfaits dans l'atteinte d'un objectif, c'était pas que l'objectif était pas assez élevé ou qu'ils en veulent toujours plus, mais c'était que cet objectif, il dépendait, que la satisfaction d'avoir rempli cet objectif dépendait que les autres nous considèrent bien dans la réalisation de cet objectif. Mhm. Et en fait, tu pourrais faire plein de tests. Tu pourrais faire le test de est-ce que tu serais aussi content si jamais tu étais dans un pays où personne ne te connaissait? Ouais. Est-ce que tu serais aussi content si jamais tu étais dans un univers où tu serais quand même toujours le plus petit d'une bande? Et en fait, tu te rends compte... Non, mais c'est con. Mais c'est des choses où, en fait, tu te rends compte très rapidement des bons... Si jamais je n'ai que des amis avec des maisons et des apparts extraordinaires, ce que tu veux, je suis quand même heureux dans mon appart. Et sur les questions, par exemple, de chiffre d'affaires, je me rendais compte que si jamais j'étais entouré de gens qui faisaient plus ou moins de chiffre d'affaires, je me sentais plus ou moins bien par rapport à mon objectif. Et c'est là que, du coup, tu peux commencer à repérer des red flags. Ouais, tu sens que c'est malsain. Exactement. Ouais. Et c'est pas forcément malsain de fixer un objectif de chiffre Non. d'affaires. Toutes les boîtes doivent en fixer. C'est important. C'est malsain de se dire que la satisfaction de cette atteinte d'objectif dépendra de la validation des autres. Ouais. C'est ça qui est D'accord. dangereux. Est-ce que justement, tu nous as parlé un petit peu du crayon? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît, mais est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça? Pourquoi tu viens de parler de groupe média? Comme ça, on fait une petite pause sur tous les sujets dopamine, hyperactivité, et tu nous Bien parles sûr. un petit peu de tout ça pour aussi remettre dans le contexte. De ouf. Alors, le Crayon Group, c'est un groupe média sur le digital qui a pour but de se structurer comme un groupe qui permet de redonner de la confiance dans les médias auprès de notre génération. Ça, c'est la mission depuis le début, et tout ce qu'on fait rentre dans le cadre de cette mission. La première chose, c'est le Crayon. C'était notre acte fondateur, ça nomme même le groupe, mais c'est du coup le Crayon Média, c'est 1,5 million d'abonnés sur les réseaux sociaux, et c'est le premier média de débat digital. C'est un média où on a reçu la première ministre, un ancien président, des leaders d'opposition, des intellectuels, des philosophes, des influenceurs, bref, beaucoup de monde, dans le but de faire réfléchir notre génération de manière plurielle. Notre but, c'est l'indépendance d'esprit avec le Crayon. On a racheté très récemment Les Pépites de France, qui est du coup le média leader sur le digital, sur le tourisme et le patrimoine. C'est plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et là, ça a pour but de reconnecter les gens avec le territoire français par le patrimoine, les paysages naturels et l'art de vivre, en disant on peut être d'accord ou pas d'accord entre nous sur différents sujets. À la fin, il y a un point commun, c'est on vit dans un pays trop stylé. La preuve, c'est le pays le plus visité dans le monde. Ouais. C'est quand même pas rien. Merci. Ouais. Quand on voit Merci de ces- le rappeler. Ouais, c'est clair. Quand on voit des gens qui sont là en train de voyager, de rêver de Bali, du Brésil ou des États-Unis, je suis en mode, oublie pas que eux, ils rêvent de la France. Voilà, je te le remets là au cas où. Rêve tu as tout d'Arcachon, tu vois. C'est Mais ça la. oublié. En vrai, ils rêvent d'Arcachon et de la dune du Pilat. Mais oui. La troisième chose, c'est le Souligneur. C'est une agence de relations presse, de création de contenu et de personal branding pour les entrepreneurs et les entreprises. Le but, c'est de réussir à créer une grosse visibilité, une grosse notoriété et un gros canal d'acquisition pour différentes entreprises ou différents entrepreneurs par les réseaux sociaux et les médias. Et le dernier, c'est le pinceau, mais qu'on rebaptisera peut-être rapidement la toile. Et en gros, le but, c'est un cercle, un réseau de leaders d'opinion qui bossent avec les grandes entreprises dans un but très simple, c'est de réussir à reconnecter en fait ce qu'on a appelé nous les entreprises systémiques avec les leaders d'opinion, où parfois tu as une vraie rupture générationnelle.
Et nous, on veut éviter que cette rupture générationnelle arrive parce que d'un côté, les leaders d'opinion sont super puissants par leur influence et leur impact, mais d'un autre côté, ils sont faibles par rapport aux entreprises systémiques d'un point de vue de l'importance dans le pays. Et de l'autre côté, les entreprises systémiques sont ultra importantes, c'est les piliers de notre économie, c'est les piliers de notre vie de tous les jours. Et de l'autre, ils ont des vraies transformations à mener. Et nous, on pense que c'est les leaders d'opinion qui sont les mieux placés pour les conseiller, les aiguiller, voire même surtout les challenger dans cette révolution et ces innovations qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'est ça aujourd'hui. Pour l'instant, on se structure en 4 business units, on va pas aller plus loin, mais le but, c'est à terme de pouvoir attaquer différentes industries par le média. On est, je pense, vraiment des vrais petits cracks de l'édito sur les réseaux sociaux. C'est ce qui constitue quasiment tout le funnel de notre groupe. On sait créer des communautés, on a créé des dizaines, à plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines de milliers d'abonnés, voire même à millions, pour nous ou pour des clients. C'est quelque chose qu'on fait, quelque chose qu'on maîtrise, quelque chose qu'on adore, qui nous passionne, on est obsédé par ça. Et en fait, on est obsédé par ça parce qu'on pense que c'est la manière la moins coûteuse de réussir à acquérir du levier et de la puissance. Ouais. Et donc, c'est ça vraiment qui nous intéresse. Et encore plus quand c'est pour des entreprises, que ce soit nous ou d'autres, qui sont là pour essayer de faire le bien, ou en tout cas essayer d'avoir une utilité, tu vois. Parce que faire le bien, je trouve ça trop moral comme notion. Ouais, disons être utile, c'est vraiment ça. Ouais. Créer des trucs utiles et être bien rémunéré pour. Ok. Je pense que c'est une super présentation. C'est très clair, masterclass. Hein. On commence à avoir révisé, tu vois. On fait des petits pitchs un peu t'as raison. Mais non, podcast, on déroule, tu vois. Ouais. Mais maintenant, du coup, vous commencez à être assez connus, etc. Est-ce que tu penses que ton entourage, tes amis, sont plus là par, intérêt, ou même toi, est-ce que tu choisis plutôt des gens par intérêt? C'est un peu péjoratif, mais quelle est ta vision sur ça? J'ai eu cette discussion il y a 2 semaines avec un de mes très bons amis que j'ai rencontré alors que j'avais déjà créé le crayon, et lui sa propre boîte, il s'appelle Jules Simian. Il a créé une boîte qui s'appelle Extra Student, qui est une vraie super boîte, une future très grande start-up française. Et on se faisait un peu cette remarque-là en se marrant, en disant que en fait il y avait vraiment ce truc de t'apprécies l'autre aussi parce qu'il est en train de vivre la même vie que toi. Et nous, on s'est dit entre nous deux, ça n'empêche pas qu'on a une amitié ultra profonde avec Jules, on part en vacances ensemble, on se dit quasiment tout, enfin on est vraiment comme les 2 doigts de la main, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc aussi on est conscient que ça a une composante, j'aime pas du tout intéresser les créateurs, c'est pas le cas, mais c'est un peu péjoratif, mais c'est de la connivence en fait, c'est de la connivence. C'est-à-dire que évidemment que je vais avoir plus de liens avec un jeune entrepreneur un peu foufou qui est en train de bâtir un truc ambitieux, parce que je pense être moi-même exactement ça aussi. De l'autre côté, ça m'empêche pas d'avoir des amis qui sont pas du tout entrepreneurs ou pas du tout dans la création de contenu, la visibilité ou quoi que ce soit, et avec qui je m'entends très bien, avec qui je passe des moments extraordinaires. Moi, mon frère, par exemple, il est dans la finance, il est pas du tout dans ces milieux-là. Il nous suit, il adore ce qu'on fait, il nous soutient de ouf, mais c'est pas son industrie. Ouais. Et il est très heureux comme ça, et je suis très heureux de ma relation avec lui et tout. Mais je suis convaincu qu'il y a quand même évidemment une composante, encore plus quand tu passes autant de temps sur ta boîte, quand c'est une part aussi importante de ta vie. Du coup, mine de rien, ça te pousse, sans même y réfléchir trop, à avoir des gens qui sont un peu dans la même veine que toi. Mais la même veine que toi ne veut pas forcément dire le même type de boîte, d'industrie ou de truc, tu vois. Avec Jules, on est très potes avec un sportif, avec un joueur de rugby du Racing, qui est un mec incroyable. Bah, il est sportif de haut niveau. C'est-à-dire que lui, son quotidien, c'est un quotidien sportif. Il va à l'entraînement, il fait des matchs, tu vois, et ça reste une logique très similaire. C'est un mec qui est exposé, c'est un mec qui a une ambition forte, des c'est un valeurs, mec qui doit bosser tous les jours pour sa passion. Donc en fait, je pense que c'est plus une question de vision de la vie en fait. On a des visions de la vie qui se rapprochent, donc du coup ça facilite énormément les vacances qu'on fait, les sorties qu'on fait, les passions qu'on a, les discussions qu'on a. Et c'est sûr que si jamais, c'est con ce que je veux dire, mais si jamais tu mets quelqu'un qui est vraiment dans le côté droit à la paresse, par exemple, c'est sûr qu'on va moins matcher. À côté de toi. Oui, tu vois. Ça n'empêche pas que j'ai des potes qui peuvent être un peu dans ce mood-là, tu vois, mais évidemment, c'est plus compliqué. Oui, tu restes pas toutes tes journées avec. Ok. Faut bien choisir. C'est ça. Et justement, ce côté aussi où t'aimes travailler, t'aimes construire, t'aimes bâtir, t'as toujours été comme ça, ou c'est venu avec le crayon au fur et à mesure, tu t'es dévoilé comme ça en fait? Non, je pense que j'ai vraiment toujours été comme ça. Je pense que il doit y avoir une partie des gens dans laquelle moi je m'inclus qui en fait sont des bricoleurs. Moi, je n'étais pas très doué avec mes mains, donc je bricolais des Lego et des trucs comme ça. Ça ressemblait pas à grand chose, mais je m'amusais. Mais j'ai toujours eu ce truc de même ma chambre quand j'étais petit, tu vois, genre j'arrivais à me faire des installations qui m'aidaient à aller. Enfin, j'avais mis un système de cordes où je tirais des trucs et ça me permettait de faire venir une bouteille d'eau et de la reposer à un autre endroit. Enfin, ça m'amusait en fait de faire des trucs un peu cons comme ça. J'adorais genre
bricoler des trucs, tu vois. Et après, au fur et à mesure, je suis allé beaucoup plus sur du digital, où j'ai commencé par des Photoshop, j'ai commencé par des trucs de vente en ligne, j'ai compris comment, si tu prends une photo, tu la rends belle, les gens ils veulent l'acheter, si elle est pas belle, les gens ils veulent pas l'acheter. Enfin, j'ai commencé à vraiment creuser et à bricoler, parce que c'est ça que je faisais à l'époque, c'était vraiment du bricolage, sur des compétences beaucoup plus digitales. Mais j'ai toujours eu ce truc de... j'aime créer un nouveau truc, tu vois, je prends un verre, tu me files un verre, une table et des micros et on doit créer un nouveau truc et où est-ce qu'on peut aller avec ça, tu vois. J'aime beaucoup cette idée de la créativité, mais quasi d'ingénieur, mais pas forcément d'ingénieur dans le côté pratique, y compris dans le côté digital, tu vois. Ok. Et d'où le fait que le média et l'industrie à laquelle je suis est un endroit d'expression incroyable pour ça. Parce que du coup, nous, quand on a commencé le crayon, on a le nombre de DA différentes qu'on a fait pour des différents projets, des différents formats, on s'éclatait, tu vois. On faisait des petits logos, des petits génériques. J'ai dû faire 30 génériques depuis le début du crayon, tu vois. Parce que j'adore ça, en fait, tu vois. Et c'est vraiment ce truc... Je pense que je serais condamné à être pauvre ou condamné à être riche toute ma vie et que je peux pas bouger de mon niveau de fortune, je ferais quand même du bricolage, de trucs comme ça. Peut-être des trucs dans mes journées que je ferais plus, mais ça, je le ferai toujours. Tu vois, le fait C'est vraiment quelque chose qui te plaît, qui t'anime. Moi, c'est ça qui me fait vraiment le plus me réveiller le matin, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est autant une boîte d'excités où on monte plein de projets, tout ce que tu veux. C'est parce qu'en fait, on porte tous les quatre en nous cette âme de... On a envie de créer des nouveaux trucs, on a envie d'insuffler. On a vraiment créé une expertise de pouvoir launch des projets en très peu de temps. Et du coup, on lance des projets hyper rapidement et on est devenu super bon là-dedans. Et je prends juste un exemple très simple. Là, on a lancé la sélection du surligneur. Vous serez invité évidemment. Où en gros, on est en train de réussir à récompenser les entrepreneurs qui créent du contenu sur les réseaux sociaux ou dans la presse et les médias, en plus de leur job de chef d'entreprise, tu vois. Et c'est important de dire qu'on n'est pas là pour récompenser des solopreneurs. C'est vraiment des gens qui ont des projets qui les dépassent, mais qui, ils se trouvent, ont soit pour le business de l'entreprise, soit par pur kiff perso, partagé énormément de contenu. Et ce projet-là, on a ça comme idée depuis globalement, on va dire, 3 mois. On l'a lancé il y a 2 mois. On a tout dégommé. Et en fait, ça nous a pris, aujourd'hui, je pense que ça nous a pris 5 jours pleins de travail en comptant Sexy-des-Mois. Donc pas 5 jours chacun. 5 jours au total de Sexy-des-Mois qui étaient faits pour qu'on ait les Échos, France Digital, Pierre-Edouard Stern, Émilie Daversin dans la boucle, pour qu'on crée une sélection de ouf, où on va dominer parmi les plus grands entrepreneurs du pays, qui sont, enfin, en tout cas, assez connus du coup, parce que c'est des créateurs de contenu en partie. Et on va faire ça à la Albert School, c'est un événement de fou. Et en fait, on a fait ça en... Ouais, ça va vite. Exactement. C'est ça qui est kiffant aussi, tu vois, à voir de l'extérieur, c'est quand ça va vite, quoi. Ouais. Quand une ça, idée, boum, tu perds pas de temps. Ça agit plus que ça ne parle. Mais en fait, tu dois montrer aussi ça quand tu es dans mon industrie, parce que en fait, les gens, ils zappent vite. Et donc, du coup, le fait d'avoir cette culture d'aller vite, de créer de nouveaux trucs, ça fait qu'en fait, les gens se font pas chier. Et comme les gens se font pas chier, ils s'intéressent à ce que tu fais. Et comme ils s'intéressent à ce que tu fais, ils deviennent clients, ils deviennent viewers, ils deviennent utilisateurs, ils deviennent tout ce que tu veux. Et je pense que beaucoup de médias digitaux qui périclitent ou vont moins bien sont des médias digitaux qui, en fait, ont perdu cet esprit du fait d'aller vite, de bouger vite, de faire des nouveaux trucs vite, tu vois. Et nous, on s'en rend compte avec tout ce qu'on a comme activité. Les business units ont un taux d'attractivité qui est lié au taux de nouvelles choses que tu mets en place, tu vois. Ouais. C'est dans ta com, dans tes produits, dans tes projets, tout ce que tu veux, tu vois. Et du coup, bon, là, tu nous montres tout ce que tu fais. Est-ce que tu arrives à prendre un peu de temps aussi pour faire un peu de sport ? Ouais, sport, ouais. Tu fais quoi ? Je fais foot et muscu. Muscu parce que c'est le truc le plus simple à faire et que je déteste le footing. Genre, je peux pas. Ah oui, ok, je vois très bien la vraiment, logique. et ça, je respecte encore plus. Je suis comme toi, genre vraiment courir, je comprends pas. Je comprends pas. Et pourtant, quand au foot, tu cours en plus. On faisait un foot là samedi avec des potes qui sont tous plus ou moins bons au foot, ce que tu veux. Moi, en plus je fume un peu, j'ai toujours eu l'impression d'être pas un mec qui avait une excellente résistance physique ou une excellente endurance. Et à la fin du match, il y a 2 personnes qui sont venues me voir en disant putain, en mode genre t'as du coffre, tu vois. J'étais en mode tu vois, je suis pas sûr et tout, tu vois. Mais en fait, s'il faut courir derrière un ballon pour mettre des buts, oui, j'ai du coffre, tu vois. Ouais, s'il faut aller courir, il y a un objectif. En plus, j'ai forcément la très mauvaise idée de me mettre des grosses musiques de bourrin quand je fais de la course, sauf qu'en fait, du coup, ça te met pas du tout dans un flow, ça te donne envie de dégommer. Sauf qu'en fait, ça marche pour la muscu, ça marche pas du tout pour la course. La course, il faut un flow, il faut un truc. Tu sprints en fait. Sur 1 kilomètre. Et donc, du coup, muscu, j'en fais 3-4 fois par semaine et foot, j'essaye 1 fois par semaine, parfois, j'y arrive pas.
Et tu sens que ça te canalise pour toute la pression que tu as au quotidien? Ouais, je m'étais blessé légèrement au dos là, ces 2 derniers mois. Là, je suis enfin en train de reprendre. Et c'était 2 mois infernaux d'un point de vue de l'énergie, tu vois. Parce qu'en fait, c'est un sujet dont on parle pas assez sur le côté hyperactif, gestion de ton temps et tout ce que tu veux. C'est la question de l'énergie, en fait. Bah ouais. Qui est un truc sur lequel on est extrêmement inégaux à la base. Les gens n'ont pas du tout le même niveau d'énergie et c'est un truc qui est parfois très injuste. Mais en revanche, niveau d'énergie, tu as quand même 3 trucs. Première chose de très très loin plus importante, c'est le sommeil. Ouais. On est d'accord. Mais en vrai, il y a structurellement Non, mais oui. plein de gens qui dorment pas assez. Ah bah oui. Oui, mais en fait, on en parle en mode oui, mais en fait. Non, mais c'est un vrai sujet. Coupe ta putain de série Netflix et en fait, dors, bâtard. Tu vois, il y a un moment où genre. Non, bâtard. C'est avec le nouveau slogan de la chaîne. Non, mais il y a un moment où genre t'es en mode juste, c'est vraiment littéralement le truc qui va te mettre de meilleure humeur, qui va te mettre en meilleure santé, qui va te donner plein d'énergie, qui va te donner envie de faire des grosses journées, quoi. Et donc, du coup, t'auras peut-être un peu moins de temps de journée parce que tu dors plus, mais t'auras un temps de journée beaucoup plus. Productif, tu seras tellement plus efficient, productif. C'est même kiffant, quoi. Tu vois, Ouais. c'est même là, je parle vraiment même de sentir bien dans son corps. Deuxième truc, c'est l'alimentation. Ouais. En vrai, je me nourris pas spécialement magnifiquement bien, mais je me nourris pas du tout mal. Je prends quasiment aucun fast-food, tout ce que tu veux. Donc, je me fais pas non plus des petits plats à bouffer chez moi. Je contrôle pas mon alimentation. Je gramme pas mes trucs. Moi, ça me. Ouais, je comprends. Respect à ceux qui font ça, mais moi, On le fait pas. Hein. Non. D'ailleurs, les gens se Parce demandent. qu'à force, on sait ce qu'on doit manger. Je pense que c'est un Ouais. bien meilleur marketing, si vous voulez mon avis. Que Ouais, vous ouais. ne le fassiez pas, ça rend Ouais. ce que vous faites beaucoup plus atteignable. Mais bien c'est sûr. un enfer. Je le dis Puis... très Ouais. premier degré. Hein. Mais tu sais que tu pèses ta courgette, t'as écrit 100 grammes, elle fait 110, tu fais quoi? Non, mais c'est Wow. con, mais tu sais, moi, 10%. ouais, mais tu fais quoi? Tu laisses dans le frigo, tu jettes? Mais non, mais les gars, tu fais pas chier. Enfin, Ouais. c'est bon, tu manges. Ouais, et puis surtout, vraiment, si votre grammage se rapporte à votre plumage, bref. Mhm. Et le dernier truc, c'est le sport. Et le sport, c'est aussi beaucoup une question de cardio qu'on oublie parce que c'est quand même de là que vient tout notre centre de santé. Et en fait, je fais une parenthèse entrepreneuriale, mais en fait, c'est pour revenir sur la question de santé. C'est la question du principe premier, qui est un truc sur lequel j'entends trop peu de gens en France parler, alors que selon moi, c'est un principe fondateur de réussir bien, en fait, à prendre des bonnes décisions. C'est la logique du principe premier. En gros, tu as 2 manières de penser. Tu en as plein, mais tu en as 2 fondamentalement. Tu as le raisonnement par analogie et le raisonnement en principe premier. Le raisonnement par analogie, c'est l'idée de se dire que d'autres ont fait ça, donc je peux réussir à refaire ça dans un autre domaine. Ouais. Je sais pas, des gens font des podcasts sur le business en ligne et ça marche bien, je peux faire des podcasts sur la nutrition et la santé et ça se passera plutôt bien. Et ça, du coup, c'est en fait, tu vas faire la même chose mais dans un domaine différent. Ouais. L'autre question, l'autre logique, c'est la logique du principe premier. La logique du principe premier, c'est de revenir aux bases de ce qui fonctionne et de pas du tout prendre en considération ce que font les autres. Donc la base du principe premier, pour vous, par exemple, ça serait de se dire, OK, les gens ont envie de se renseigner sur le fait d'être en meilleure santé, de faire plus de sport, de mieux se nourrir, de mieux dormir. Quel est le format qui va les plus intéresser à grand niveau d'audience, mais petite valeur, et à plus petite audience et grand niveau de valeur sur ces trucs-là. Et là, du coup, tu peux trouver des podcasts, des formats courts, ce que tu veux. Mais je pense qu'une des grandes raisons pour lesquelles on est excellent en édito, c'est parce qu'on fait énormément de principes premiers. Du coup, on est capable d'innover, on est capable d'aller plus loin, on est capable de faire des trucs. Et les gens, parfois, ils trouvent qu'on innove des trucs de fou. Moi, ça me paraît méga basique. Ouais. J'ai eu plein de commentaires. Je fais un nouveau format sur LinkedIn tous les lundis où je fais un peu l'horoscope des réseaux sociaux, des tendances, de voici ce qui se passe un peu en ce moment. Les gens surkiffent. Il y a des gens des plus grandes agences de Havas, Publicis, Dentsu qui repartagent mes posts. tu sais. Incroyable. Et je suis en mode, mais c'est vraiment basique, quoi. J'ai juste dit, en gros, 4 trucs à retenir sur les réseaux sociaux, sur un grand domaine des réseaux sociaux par semaine. C'est Ah, très mais- simple. Mais les gens, ils vont se dire, mais peut-être que d'autres gens vont commencer à monter sur de formats, mais dans d'autres trucs, tu vois. C'est en mode, oui, mais en fait, c'est juste basique. Les gens, ils ont besoin d'avoir ce genre d'infos, tu le leur donnes. Et donc, du coup, cette logique de principe premier, tu peux aussi l'adapter aux questions de la nutrition, du sport et autres. Pour moi, c'est vraiment de se dire, on recentre à ce qui nous met bien. Et en fait, tu peux vraiment tester ça. Moi, je me suis vraiment rendu compte que c'était le sommeil, mon plus gros point névralgique d'être de bonne humeur, de me sentir en bonne santé, d'avoir un bon niveau d'énergie. La bouffe, je pouvais mal bouffer, ça allait. L'alcool, je pouvais boire, pas boire. Clope, pas clope. Même sport, pas sport. Sport, je me sens quand même vraiment bien après le sport, mais sommeil, c'est vraiment au-dessus. Et ouais, en même temps, t'es jeune. Mais donc c'est vrai que ultra ça- empirique, en fait, comme truc. C'est même pas un truc où je suis allé chercher sur Internet des stats. Je l'ai juste testé sur moi. Je suis allé en mode principe premier. C'est quoi si jamais j'enlève tout, si jamais je mets tout, et je fais ça de manière décomposée, qu'est-ce qui me met le mieux? Et c'est le sommeil. tu Ouais. vois. Mais c'est ce qu'on dit. Pour nous, c'est le sommeil, c'est vraiment l'élément le principal à gérer. Et après, le reste suivra. Si tu dors bien, tu régules tes hormones, donc tu perdras du poids. Si tu dors bien, bah, tu seras plus énergique, donc tu seras plus productif. Et genre vraiment, ça va de là et tu te blesses pas. Par exemple, si tu fais du sport, mais si tu dors mal, bah, tu peux te blesser. Donc du coup, ça te coupe dans le sport. Enfin, vraiment, le sommeil, c'est la base. On essaye au maximum d'inculquer ça aussi. Et se dire que non, c'est pas une perte de temps. Vraiment, si tu dors entre tant de temps et tant de temps, tu seras tellement mieux. Et c'est ce que tu as dit, Mais tu de vois. ouf, mais vous avez pas cette difficulté de réussir à vulgariser des trucs aussi
Bah, aussi systémique, quoi, en fait. Parce qu'en fait, la difficulté du corps, tu parlais d'hormones, mais c'est rien que ça, par exemple. Tu prends les mecs, ils sont zéro sensibilisés à ces sujets-là, tu Ouais. vois. Les meufs comprennent mieux pour des questions de pilules et de tout ce qui va avec, mais les mecs ont aucune compréhension. Ouais. Compréhension, non, mais- tu vois. C'est vraiment. C'est dur parce que c'est des sujets, on a tellement de connaissances, mais malheureusement, sur les réseaux, les gens veulent la facilité, veulent limite. Pilule magique. Veulent le hack. Ouais, c'est ça. Je fais le hack santé à Et la c'est mode. qu'en Le fait- dernier hack pour C'est ça. perdre 18 000 kilos. Abonne-toi ça. à ma newsletter. En un jour. Ouais. Non, voilà, du coup, c'est assez complexe pour nous. C'est frustrant, mais après, voilà, il faut trouver des superfuges, des choses comme ça. Ouais, mais- puis après, tu vois, il y a des personnes comme toi aussi qui ont ce niveau de conscience et qui veulent ce qu'on appelle aujourd'hui le biohacking, Mm. qui veulent aller chercher la suroptimisation de donne-moi les 3 actions là qui peuvent bien aller à moi, mais qui vont pas aller à la personne d'à côté, vraiment selon mon chronotype et tout. Et c'est là où c'est intéressant. Mais tu vois, le meilleur hack pour la perte de poids, bah, c'est de dormir. Mais vous avez pas C'est moyen con. de constituer une grosse base de données et de réussir à créer des patterns avec, je sais pas, un peu d'IA sur des, je sais pas, vous prendriez les données d'une Apple Watch de quelqu'un et puis vous lui donneriez du biohacking très personnalisé. C'est ce qu'on fait avec des bacs. Ça, c'est une bac connectée. Ouais. Ouais. Comment ça s'appelle déjà? Oura Ring. Oura Ring, c'est Ouais. ça. Sur Tu le vois, sommeil. voilà, on Et c'est décrit. bien? Ouais, Ouais. franchement, très très bien. Et Tu c'est ce qu'on t'intéresses fait à avec tout Vous nos ça, l'avez tous ouais. les deux? Ouais. Ouais, ouais. C'est énorme, ça fait un peu bague. Non, du coup, c'est pour le sommeil. Mais du coup, on peut traquer les données même de nos clients. Et comme ça, on leur dit, bah, fais ça, change ça, etc. Et tu C'est vois. très précis. C'est très Tu te stylé. lèves dans la nuit, tu vas aux toilettes. Vraiment sur l'app, t'as un pic comme par hasard. Genre, Du c'est- coup, vous savez, vos clients qui vont pisser en pleine nuit, quoi. Non, non, parce qu'on n'a pas ce détail-là. Ouais, après, on c'est demande. quand même au- confidentiel. Ouais, mais au moins, tu vois tout. Tu imagines- bah dis donc, cette nuit, t'as trop bu, mon gars, ou quoi? T'imagines le message sur WhatsApp? Non, Non, on mais n'est pas à ouais. ce niveau-là quand même. Mais du coup, justement, donc Putain, il y tu a eu nous du as sexe, parlé là, à 2h du matin. Ah ouais, c'est ça. ton fréquence cardiaque, elle a monté. On a des petits Non, non, Dieu merci, on n'est pas à ce niveau de détail. Mais du coup, voilà, t'as l'air quand même relativement conscient sur les questions de santé. Du coup, tu sens que selon ce que tu fais, ça joue sur ton niveau d'énergie. Tu m'as dit alimentation, bon, tu fais pas des petits plats, tu pèses pas. Est-ce que t'es le genre de mec qui mange souvent à l'extérieur, Uber Eats, tout ça? Ouais, ouais. Donc c'est quoi un repas type de Valorant? Les 3 trucs que je fais le plus, je pense, c'est viande, légumes qui viennent du supermarché, en gros. Ok. Très basique. Je prends une poignée de légumes et je peux me prendre un steak ou du poulet, un truc comme ça. Je vais me faire, je vais m'acheter un traiteur chinois en bas de chez moi, tu vois, Mm. qui est assez gras, mais qui est quand même très loin du niveau des fast-food d'un point de vue Ouais, tout ça, ouais. tu vois. Et après, resto. Et là, resto, ça va être, je sais pas, un plat de pâtes, un burger, une salade César. Donc, Tu te prends pas donc, la tu vois, tête. je fais très peu de trucs très sains, mais je fais très très peu de trucs très malsains. Donc, en fait, j'ai un écart type du ça va, c'est ok, correct, quoi, tu vois. Mais tu mises la qualité quand même, des aliments en priorité. Oui, mais après, j'ai la chance de bien gagner ma vie, donc j'en profite là-dessus, pour le coup. Je suis pas un mec très dépensier, je m'en fous d'avoir une belle bagnole. C'est toi à Paris. Ouais, bon, surtout à Paris, je m'en fous d'avoir une belle montre. Enfin, c'est vraiment des trucs, moi, je suis pas extrêmement là-dedans. Moi, j'ai 3 trucs qui m'intéressent dans l'argent que j'ai, c'est comment ça permet de traiter ma santé, y compris les médecins et tout ce que tu veux, ou le fait d'aller optimiser, d'acheter des trucs qui optimisent ça et tout. Le fait de m'amuser avec mes potes ou ma copine et tout, vacances, soirées, tout ce que tu veux, et créer des projets, investir dans des projets et tout. Moi, c'est vraiment aujourd'hui je suis malheureusement pas du tout assez riche parce qu'il y a tellement d'argent que j'arrête de balancer dans tellement de trucs complètement zouaves que je vois passer toute la journée. Il y a des trucs complètement ouf que je vois passer toute la journée et j'ai envie de me dire putain, j'aimerais tellement foutre un ticket, leur expliquer, leur dire qu'il faut faire ça et ça, les connecter avec tel truc, ça ferait un truc de malade mental, tu vois. T'as un exemple? Ouais, j'ai un exemple. J'ai une fille absolument brillante qui monte un truc d'ongles que je citerai pas parce que le dossier pour l'instant encore pas du tout fait quoi que ce soit, mais je commence à réfléchir à investir et à m'y impliquer comme un investisseur, hein, pas comme Ouais. pas comme un associé ou quoi que ce Ouais. soit, tu vois. T'es un Mais parce business angel, parce que le business c'est gigantesque, le truc est évident, tout ce que tu veux. Juste moi je connais pas du tout les ongles, tu vois, mais elle a une marque énorme, elle a une marque qui est excellente. Moi j'ai un réseau de gens dans l'influence ultra développé. Les ongles, c'est comme les salons de coiffure ou autres, c'est des business assez prédictibles une fois que tu as une base clientèle. Moi, c'est le genre de business physique qui m'a toujours fait un peu marrer, tu vois. J'ai toujours eu un peu ce truc Peaky Blinders où en fait, tu passes à la boutique, tu check, tu vérifies que tout va bien. Enfin, je sais pas, tu vois. Ouais. Et c'est des choses où j'ai l'impression d'avoir plus d'impact que quand j'investis en bourse, en crypto ou même en VC. En VC, j'ai l'impression que je mets du fric, je dis à un gars, fais ça, je me connecte avec un type, puis au final, on se à la revoyure dans 5 ans s'il y a un exit, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, de plus en plus, je pense que je vais commencer à spécialiser mes investissements dans des choses où je prends 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine pour rapporter de la valeur Ah à oui, ma quand boîte. même. Ouais. Ouais, mais c'est pas grand chose en fait non plus. Tu vois, il y a Non, mais c'est un moment où- engagement. Ouais. Oui, mais il y a un moment où en fait,
si jamais j'ai 3-4 projets qui marchent vraiment bien, ça veut dire que je me prends une journée par semaine, ça me reste, moi je bosse 6 jours par semaine, il me reste 5 jours de travail, ça me suffit largement pour développer ce que je fais, il suffit juste que je sois plus laser dans mon travail, et puis après moi je le vois comme du temps libre, hein. Vraiment ce genre de projet je les vois vraiment comme du temps libre. Non, mais je comprends. Parce que vu en plus que je serais du côté investisseur, je serais pas du côté, je fais la tâche chiante, sinon du coup, Ah tu oui. vois. Oui, De t'as voir- vraiment t'aimes ce côté humain et rendre service au maximum. Ouais, et puis je préfère faire ça que d'aller au musée, quoi. En fait, c'est peut-être que les gens vont s'arracher les cheveux quand ils entendent ce genre de truc, mais après, chacun ses délires, tu vois. Moi aussi, c'est Jules, il préfère aller au musée, tu vois, et tout le monde est content. Ouais, chacun son trip, quoi. De ouf. Et du coup, tu disais, tu dépenses de l'argent pour ta santé, etc. Est-ce que pour toi, la prise de compléments alimentaires, c'est nécessaire ou pas? Alors, je le fais pas du tout, et je pense que je devrais. Je me suis juste jamais vraiment renseigné, et de loin, ça me fait. J'ai toujours eu cette réaction très médecine de grand-mère de le moins de trucs qui ne viennent pas naturellement que je peux ne pas prendre et être en bonne santé, je ne prends pas. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai peur du syndrome de la béquille, quoi. C'est-à-dire une fois qu'on t'enlève, tu peux plus marcher. Ouais, ok, ouais. Et c'est peut-être un truc complètement dans ma tête, hein. Ça se trouve, je suis complètement con, je serai juste en meilleure santé avec des compléments alimentaires, tu vois. Mais parfois, je peux avoir ce genre de superstition qui est de se dire, si jamais je dépends de quelque chose extérieur comme un médicament, un complément ou un appui, j'ai peur que le jour où on me l'enlève pour X ou Y raison, je serai plus capable de mener une vie normale. C'est un peu la même logique que tu pourras avoir avec, je sais pas, mettons des gens qui prennent de la drogue, tu vois. Ils sont à un niveau d'humeur 100, ils prennent de la drogue comme, je sais pas, de l'ecstasy ou de l'héroïne, ils sont à 150, 200, voire même 300. Sauf que quand ils retombent pas à 100. Ils retombent à 95. Ouais. Ouais. Tu vois, à 90. Et en fait, s'ils continuent de faire ça, à un moment, ils sont même à 50, 40, 30 en baseline, et ils ne prennent que pour réarriver à 100, qui était, je rappelle, leur niveau d'origine. Ouais. Et j'ai peur de ce truc-là avec les compléments alimentaires. Mais c'est si incroyable que ça, je me rends pas compte. Tu bois du café ou pas? Non. Enfin, Ok. j'évite parce que sinon je dors pas. Ok. Parce que ce que tu as décrit là, tu pars à 300, tu reviens à 95, c'est exactement les effets du café. Tu vois, chez les gens qui prennent le café, qui disent ouais, le matin, me parle pas si je pas mon café. Parce qu'en fait, tu essayes de rehausser et en fait, tu es tout le temps fatigué parce que en fait, le trop de caféine te tue. Et les compléments, en fait, d'un côté, t'as pas complètement tort dans l'idée que si tu vas bien juste parce que tu prends du magnésium, c'est que t'as pas travaillé les bases. Donc ça, c'est vrai. Mais par contre, les compléments naturels, donc ça, tout c'est de les trouver. Tu vois, même en pharmacie, tu peux avoir des trucs un peu trop chimiques. Mais quand c'est quelque chose de naturel, c'est en clair. Tu manges pas des foies ou des abats de porc tous les jours, donc t'as pas ton zinc. Bon, bah, tu vas te prendre une petite gélule de zinc végétal et puis. Non, voilà. mais c'est pas con. Et puis moi, je vois beaucoup de gens sur ce marché-là et tout. Il y avait un YouTuber qui s'appelle le Raptor qui est pas mal sur ce truc-là. Bah oui, on connaît. Et qui apparemment marche très bien et ça a des bêtes de résultats. Et donc, du coup, en tout cas, il y a une grosse recommandation de pas mal d'entrepreneurs sur ces trucs-là. Je sais qu'il y a Théo Lyon qui en parle pas mal de ce côté complément alimentaire, sport et tout. J'ai du mal à me positionner sur ce truc-là. J'ai toujours eu un peu ce truc de je veux optimiser ce que je peux optimiser, mais sans rentrer dans un truc. Sans être dépendant de quelque chose. Le mec là, le mec qui s'injecte du sang jaune, là, l'américain. Non, mais c'est un malade. Le Ouais. mec, mais en oui, tout oui. cas, tu vois, ça, toutes les déclinaisons même plus faibles de ça me cringe. Vraiment. Ouais, ouais. Parce que je suis un peu en mode. En fait, vis ta vie, tu vois, genre, reste tranquille, tu vois, tout va bien. C'est vraiment. Tu vas mourir un jour, on va tous mourir un jour. C'est la ok. vie, tu vois, ouais, c'est ok, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Et puis après, j'ai toujours aussi cette rhétorique qui est complètement débile, je le sais, qui est probablement une rhétorique anti-être en bonne santé, mais tu peux aussi passer beaucoup de temps à te faire chier et te faire percuter par un camion en traversant la rue et c'est terminé, bonsoir. Ouais, genre Et ça, c'est un argument qui revient souvent. C'est un truc en mode genre. Moi, je suis convaincu que les gens qui se privent dans un but potentiel de futur hypothétique où ils seront bien, c'est une énorme erreur. Et c'est pour ça que je reparle de Théo Lyon, mais du coup, je reboucle là-dessus. Il a fait un épisode de podcast sur un peu son manifeste entrepreneurial et tout. Je trouve que c'est très pertinent, notamment dans cette logique de. C'est un peu ce qu'on disait sur le côté validation extérieure, mais ne te bats pas toute ta vie pour une récompense future, en fait. Ouais, ok. Bats-toi pour la récompense quotidienne, tu vois. Ouais. Genre aujourd'hui, moi, je suis trop content que aller dans un podcast avec des personnes que j'aime bien, que j'ai rencontré à un événement et tout ça fait partie de mon écosystème, tout ça fait partie de mon truc et que tout ça contribue à, de une, faire rayonner ma boîte, de deux, me lier d'amitié aussi avec des gens que j'aime bien, de trois, réussir à avoir du contenu pour potentiellement... Donc en fait, tout ça est assez utile, j'en tire du coup une utilité immédiate et en même temps, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et le fait de réussir à agencer les deux, et je pense un truc vachement intéressant. Et pour revenir à la santé, parce que j'ai un peu dévié du sujet, T'inquiète, on te suit. Hein. pour revenir à la santé, en fait, je crois beaucoup à ce truc-là. Je crois beaucoup au te fais pas un McDo juste parce que t'as un peu
une envie pressante de ça, comme peuvent l'avoir parfois des femmes enceintes sur des trucs et tout, tu vois, et pas ce truc-là. Alors que si tu luttes contre la volonté là tout de suite de l'avoir, tu peux te faire un truc tout aussi bon, potentiellement un peu gras, mais vachement moins problématique, et où tu vas kiffer tout autant et te sentir beaucoup moins mal après. Et je le vois notamment, moi, dans la club, quand je suis en soirée, tu vois. Je fume surtout des clopes en soirée, même si je fume pour la semaine. C'est surtout en soirée où c'est le plus dur de résister. Et je sais très bien que, genre, ça j'arrive à combattre l'urgence de le faire, notamment quand, par exemple, tu prends des verres en intérieur, par exemple, il faut sortir pour aller fumer ta clope. Rien que cette barrière-là, elle fait que je vais fumer 2 fois moins. Ah, mais tu rajoutes une friction, ouais. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, en fait, tu peux réussir à nudger un peu ta vie autour de ça en disant, je vais faire des trucs qui me font plaisir, et il se trouve que ça va me faire aller dans le bon sens sans que j'ai besoin de le penser. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, je crois beaucoup potentiellement à l'IA et aux robots sur la question de pouvoir être beaucoup plus précis sur ces questions de santé, mais d'ailleurs d'autres, de sport, de gestion de sa famille, de son agenda et tout, grâce à de l'IA et à des robots qui vont en fait t'enlever toutes les tâches non essentielles et qui te font pas kiffer. Tu vois, c'est chiant de s'organiser, par exemple. Ouais. Bah, en fait, le fait d'avoir... Il y a des virtual assistants, trucs comme ça, mais le fait d'avoir des gens comme ça ou des intelligences artificielles bah, dans la santé, ça peut être vraiment un truc énormément game changer, parce que moi, je sais que si jamais j'avais, je sais pas, genre une espèce de système fait où genre je me réveille le matin, j'ai mon petit déj et j'ai whatever complément alimentaire que je dois avoir. Ouais, t'as pas besoin de réfléchir, aucune charge mentale, boum, c'est déposé c'est sur livré, un plateau. Je veux zéro friction dans ma tête, ce truc-là, tu vois. Okay. C'est un peu un des biais que moi j'ai, c'est toutes les frictions de charge mentale comme ça que je peux m'éviter, je me les évite parce que On comprend. Généralement, plus t'as de friction, moins tu fais les choses. Donc, c'est tout le but aussi de mettre des choses en place pour éviter les frictions et que t'arrives à avoir de bonnes habitudes. Mais toi, tu penses que l'État met assez de choses en place pour améliorer la santé des gens ou pas ? Alors, il y a 2 sujets là-dessus. Et moi, j'ai pour le coup un avis très tranché sur ces sujets-là. Le premier sujet, c'est la question de l'hôpital public qui va extrêmement mal en France et qui va mal en France globalement pour 2 raisons structurelles. Une raison de droite, une raison de gauche. La raison de droite, c'est parce qu'on a voulu objectiver l'hôpital sur des données financières, ce qui a donné des coupes budgétaires complètement lunaires sur la base d'un système de protection sociale qui est censé couvrir tout le temps pour tout le monde, parce que c'est la base de notre modèle français. Et donc ça, c'est une raison et une erreur de la droite qui a fait que ça a ruiné les hôpitaux, parce que on a commencé à faire ce qu'on appelait je crois que c'est le tarif à l'activité, tarif à l'activité ou ce genre de choses qui sont rentrées dans des logiques en fait très libérales au sein de l'hôpital, et ça a créé énormément de catastrophes de gestion humaine au sein de l'hôpital, de coupes budgétaires et tout. La deuxième, et ça c'est une raison de gauche, c'est que l'hôpital, dans sa logique de protection de tout le temps, partout, a été irresponsable. Parce qu'ils ont bloqué toutes les lois possibles et imaginables qui permettaient de mettre un filtre, une friction au fait d'aller à l'hôpital. Il y avait une loi sous Sarkozy qu'ils voulaient mettre en place qui était de faire payer 2 € les urgences. 2 € les urgences. Et d'après les prédictions, ça devait diminuer de 30% la fréquentation des urgences. Juste 2 € ça les bloque. Et exactement, parce que juste 2 € en fait, il y a plein de gens qui sont en mode... Tu vois ce que je veux dire ? C'est beaucoup. Mais tu te rends compte que oui, les gens... Et 2 €, si jamais t'as vraiment un sujet de santé réelle, 2 € tu les trouves. Ou si jamais t'as un sujet de santé réelle, tu débarques même sans tes 2 € et on te prend. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste, ça suffit d'être une barrière psychologique pour des gens qui vont avoir des migraines, donc ils auraient pu prendre un cachet chez eux et dormir. Ah oui, parce que ça, on en a beaucoup. Je suis d'accord. Et ces 2 choses-là ont ruiné, évidemment, c'est multifactoriel, mais ça, c'est 2 pôles que moi, pour le coup, j'ai bien analysé. J'avais fait tout un dossier quand j'étais dans mes études sur ce sujet-là, donc je le connais bien. Et ces 2 trucs-là ont été structurellement des erreurs monstrueuses de l'État. Une qui est de gauche et une qui est de droite, ça renvoie les gens de dos à dos. Et la deuxième chose, qui je pense plus le sens de ta question, c'est est-ce que l'État fait suffisamment pour sensibiliser tout ce que tu veux. Moi, je pense que l'État, faut arrêter de demander ce que fait l'État, quoi. Enfin, je vous dis honnêtement, moi, je suis pour que le marché crée des gens comme vous, qui comprennent qu'il y a un marché et qui vont avoir des clients, mais aussi sensibiliser les gens qui ne seront jamais vos clients sur le fait qu'ils doivent prendre soin de leur santé. Tu vois, avec des enfin, c'est court, mais le deuxième youtubeur français, il est plutôt branché santé, quoi, tu vois. C'est con ce que je veux dire, mais moi je crois beaucoup que le marché fait mieux que l'État, simplement parce que l'État doit être sur des fonctions que il serait dangereux de laisser au marché. Il n'est pas dangereux de laisser la santé au marché, encore moins quand tu ne laisses pas la santé au marché, mais tu laisses la sensibilisation de la santé au marché. Mais après, il suffit juste que tu interdises ou que tu autorises des trucs. Vous, ce que vous faites, il suffit juste de l'interdire, de l'autoriser ou de l'encadrer, et c'est simple. Après, derrière, vous opérez sur un marché qui a des règles, et tant que vous les respectez, vous pouvez continuer d'investir ce marché. Aujourd'hui, le Crayon, c'est quand même un média qui apporte, selon moi, beaucoup de valeur et beaucoup de neutralité dans ce qu'il fait.
ça pourrait être un média de service public, je le pense. Ça le sera jamais et je ne le veux pas. Et c'est aussi parce qu'en fait, il y avait une place sur ce marché parce qu'on estimait que le service public ne pouvait pas, pour des questions de budget ou de gens qu'il y a dedans, répondre à cette place sur le marché. On l'a prise, on est ravis de l'avoir prise, mais du coup, c'est qu'il y avait un marché. Ouais. Et en fait, c'est toujours la même chose. Les entrepreneurs, par leurs incentives, par leur ego, premier degré, et par la liberté opérationnelle d'être à la tête de leur truc, vont toujours aller plus vite que l'État. Et donc, du coup, il faut distinguer les sujets où l'État a besoin d'encadrer parce qu'il s'agit des questions de vie ou de mort ou des questions systémiques de l'État et des questions où le marché sera bien meilleur pour pouvoir apporter beaucoup plus de valeur à la société. Mais l'État ne peut pas s'occuper. Le pass culture, l'État ne peut pas s'occuper de financer des mangas et des BD aux jeunes. Enfin, je veux bien qu'on ait des problèmes de gens qui lisent pas assez ou de gens parfois même carrément illettrés en France, mais Il y a des priorités, quoi. et surtout, ça n'est pas à l'argent de nos impôts de payer les mangas des gens de 18 ans, quoi. Enfin, c'est du délire. Et encore plus quand on te demande des effectifs dans les prisons, quand on te demande des effectifs dans la police, des effectifs dans les hôpitaux, de l'argent pour la transition écologique. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va balancer de l'oseille sur les mangas? Mais enfin, et c'est très bien les mangas. Et j'ai plein de potes qui adorent les mangas. Enfin, Oui, il y a un manque de cohérence, en c'est fait. un truc de fou, Après, ouais, en fait. Mais ok, donc ouais, toi, t'es plutôt team, faut arrêter d'avoir un État interventionniste qui arrive Ouais. partout, qui met ses doigts partout. Les responsabilités. L'État les gens. régule et Ouais. permet les marchés, et les marchés résolvent les problèmes. Moi, c'est ça, à mon avis. Mhm. Et je suis pas en train de dire que l'État est absent. Et ça, c'est d'ailleurs un peu le reproche qu'on fait à certains libéraux comme moi, que je trouve ultra malhonnête. C'est le reproche de toute façon, vous voulez pas qu'il y ait d'État. Non, on veut pas qu'à chaque fois qu'il y ait le moindre problème, on soit allô, papa, maman, État, quoi. On est des grands, quoi, en fait. Non, mais vraiment, c'est un truc de Non, ouf, mais en fait, quand tu y réfléchis. Et je dis ça, nous, on est quand même encore aujourd'hui un tout petit groupe, on pèse pas grand-chose dans tout ça, tu vois. Mais même en ne pesant pas grand-chose, on permet à des milliers, j'aime plus même, on permet à des centaines de milliers de Français de voyager en France et de pas voyager à l'étranger parce qu'ils découvrent des endroits magnifiques en France qu'ils ne connaissaient pas. On permet à des centaines de milliers, des millions de Français à réfléchir mieux, à entendre des gens avec lesquels ils sont pas d'accord d'un angle plus calme et plus posé pour pouvoir créer de la nuance. On aide des entrepreneurs et leurs entreprises à se faire connaître sur les réseaux sociaux pour qu'ils puissent aller toucher un public plus jeune, pour qu'ils puissent aller concurrencer parfois même des boîtes américaines et tout. Et on aide des grandes entreprises systémiques à ne pas péricliter auprès de notre génération, auprès de nos leaders d'opinion. J'ai pas l'impression que ce qu'on fait, c'est une espèce de capitalisme démentiel, complètement horrible, qui crée zéro valeur. Non, ce qu'on fait, c'est quelque chose de plutôt utile et de rationnel. En revanche, on le fait pour le profit, évidemment, on est une entreprise. On le fait parce qu'on pense que c'est par le marché qu'on crée des vraies solutions. Et on le fait parce qu'on pense qu'à la fin de l'histoire, les gens trouveront nos solutions meilleures et compétitives que celles de l'État. Et aujourd'hui, on peut pas, d'un côté, pas avoir confiance en l'État et demander qu'il fasse tout. C'est des gens qui sont dans ce cas-là. Et ça, c'est une espèce de dissonance cognitive complètement Total. folle. On déteste Macron, on déteste l'État, État policier, État ce que tu veux. Et de l'autre côté, dès qu'il y a un problème, ça doit être l'État. Et t'es en mode, Ouais, ça, on est d'accord. tu vois, il y a un moment, il y a un truc qui va pas. On est d'accord, il y a un manque de cohérence surtout. Mais justement, donc. Et ça, on a trop peur de le dire parce que c'est des sujets sensibles, tu vois. Mais on peut les aborder avec de la rationalité, tu vois. Ouais. Bah, justement, tu vois, c'est vrai que toujours tout demander à l'État, ça peut être compliqué. En ce moment, tu vois, il y a un grand sujet qui revient souvent, c'est le fait que les Français sont de moins en moins famille, etc. Toi, ta famille, elle reste importante. T'attends pas que l'État t'explique que c'est important, ouais. De 0 à 10, tu places comment ta famille 9, 10, enfin, c'est vraiment, moi, c'est le seul plus bah, important. Et c'est mes deux familles, donc ma famille, la mienne, ma vraie famille, de sang, et ma famille choisie, qui va être du coup mes associés et quelques amis très bien choisis, ou avec qui je passe ma famille et ces amis-là, je passe le plus clair de mon temps. Je mets ma copine dedans parce que c'est la même idée, mais et pour moi, le côté famille, c'est surtout le côté clan, quoi, en fait, le côté communauté, quoi. Communauté, pour le coup, pas dans le sens réseaux sociaux, quoi, dans le côté vraiment quelques personnes, max une dizaine de personnes, tu vois. Et ça, c'est quelque chose, moi, je trouve, qui rend très heureux. Ouais. Le fait de vivre un peu en bande, un peu en groupe et tout, sans que le groupe soit excluant pour autant, mais c'est quelque chose qui rend très heureux. Et après, de l'autre côté, il y a des gens qui ont des familles horribles et qui veulent pas reproduire ça. Il y a des gens qui veulent vivre une vie. Moi, pour le coup, le réarmement démographique, je trouve ça lunaire. Enfin, je comprends qu'ils le disent. En fait, il a raison d'un point de vue de chef d'État, de se dire, nous, on va avoir un problème de pyramide des âges et tout ce que tu veux. Mais sauf qu'en fait, la réalité, on parle dans des sujets très politiques là, mais. Vas-y, t'inquiète. Hein, mais t'as premier sujet sur un peu ce scandale du réarmement démographique, ce que tu veux. Il y a ce premier sujet. En fait, gros, les gens ils font moins d'enfants aussi parce qu'ils ont moins de fric.
Donc déjà, résous ce problème-là et tu verras que ça va repartir à la hausse. Et pas grâce aux aides de l'État, grâce au fait d'avoir créé les conditions de gens qui vivent dignement leur travail. C'est pas la même chose. Mais vraiment, c'est important de le dire. Deuxième chose, les gens font très exactement ce qu'ils veulent. Donc en fait, tu laisses le sexe des hommes et des femmes tranquilles et tu les laisses faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Troisième chose, pourquoi c'est aussi dangereux pour la France ? Parce qu'on a un système de retraite par répartition et pas par capitalisation. Je dis pas que je suis pour par capitalisation, mais on peut pas d'un côté avoir une population qui décline et de l'autre avoir un système par répartition. Et à 60 ans, à 62 ans, c'est la chute, c'est la pyramide de Ponzi. N'importe quel mathématicien ou financier te le dit, c'est une pyramide de Ponzi. C'est comme Bernard Madoff, c'est comme Sam Bankman-Fried. C'est la même chose, c'est juste que c'est l'État français qui l'organise. C'est juste un truc où on prend de l'argent à des gens sans être certain qu'il y aura de l'argent futur pour le donner au suivant. C'est une pyramide de Ponzi, de tous les points de vue. Et le dernier point qui est, on parle pareil pour l'écologie, créons des imaginaires qui donnent envie. Créons des imaginaires qui donnent envie. Donne pas hyper envie l'imaginaire de la France en 2024 quand on regarde BFM TV, CNews, LCI et France Info. Ah, c'est anxiogène, hein. Quand on regarde les villes de France, ça donne un peu plus envie. Ah, exactement. Et je dis pas ça pour me mettre en avant. J'ai juste ça en mode genre, dans ce cas-là, que l'État mette en place des campagnes. Nous, on est là, let's go. Faire rêver les gens. Payez-nous pour faire rêver les Français, l'État. Ouais. Non, mais au-delà de la blague, appuyez-vous sur des gens qui vont créer du positif. Quand on regarde les pépites de France, on n'a pas l'impression que c'est le pire pays du monde dans lequel vivre. Quand on regarde CNews, BFM, LCI ou France Info, on a l'impression que c'est le pire pays dans lequel vivre. On n'a pas envie de partir à l'étranger quand on voit ce que vous mettez sur les pépites de France. Tu Et vois, les deux sont vrais. Ouais. La France, c'est autant les pépites de France que BFM TV. Autant le média positif que CNews. C'est ça. Autant, qu'est-ce que je prends d'autre comme exemple Banlieusard Nouveau que LCI, tu vois. Il y a des médias qui donnent de l'espoir, tu vois. Et ces médias-là, il faut les mettre en avant et eux donneront envie de faire des enfants. En fait, il y a un film, si jamais j'ai 30 secondes sur ce sujet encore, vraiment, ce film-là, ça fait partie des trucs, croyez-moi, voyez-le, tu vois. C'est le genre de truc, tu peux regarder sur Internet, vérifier ça, en fait, je te dis, voilà, c'est un film majeur. C'est les Children of Men, les fils de l'homme, de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón, c'est Gravity ou Harry Potter 3. On n'est pas sur un peintre. Et il a fait les fils, il a fait les fils de l'homme, bête de film. Le Fils de l'homme, le pitch, qui vient d'un bouquin d'une nouvelle de Philippe Cadic, ça raconte un pitch très simple. Nous vivons une ère de l'humanité où les femmes n'ont plus eu d'enfants depuis 18 ans. Donc l'être humain le plus jeune sur Terre a 18 ans. Donc en fait, imagine ta vie de tous les jours, à quel point les enfants ont un impact dans ta vie. Aujourd'hui, quasi zéro. Vous n'avez pas d'enfants. Hein. Non, pas encore. mais tu vois, aujourd'hui, les enfants ont zéro impact dans votre vie. Et Ouais. pourtant, ce que te montre ce film, c'est que s'il n'y a plus d'enfants, y compris pas les tiens, enfin, même si c'est pas les tiens, il n'y a plus d'avenir. Ouais. Donc comme il n'y a plus d'avenir, tout chute. Et du coup, ça devient un état policier, il y a une logique de dictature, il y a du terrorisme, il y a de l'insécurité, il y a des problèmes avec les migrants. Et en fait, l'imagerie qu'ils ont est pas très loin de l'imagerie qu'on a depuis 2, 3, 4 ans dans les grands médias internationaux avec la guerre et tout ce que tu veux. Et en fait, c'est ouf de se dire que ce mec-là, en 2005, il y a 20 ans, il a réussi à prédire un sentiment qui était le sentiment qu'on pourrait calquer dans la situation où on n'arriverait plus à faire d'enfants. Et je trouve ça ouf que c'est le moment où on a le plus de chutes d'enfants, où les imaginaires se ressemblent le plus, quoi. C'est visionnaire, littéralement, ce qu'il a fait, ce gars. Et en fait, c'est juste pour raconter un truc, c'est qu'en fait, les enfants, c'est d'abord et avant tout de l'espoir. C'est même limite la seule chose. Et donc, en fait, la seule chose qui résoudra vraiment ces problèmes démographiques, c'est l'espoir. Pourquoi l'Afrique, par exemple, est un pays qui est en plein boom démographique ? Parce que eux ont l'espoir que leurs enfants vivront mieux qu'eux-mêmes. Parce qu'il y a des développements de dingue, il y a des investissements massifs des Russes et des Chinois en Afrique, en plus de ceux précédents des Américains et des Français et des Anglais, même des Hollandais et des Allemands, bref. Et tout ça, en fait, est en train de faire en sorte que l'Afrique puisse vivre un vrai boom de développement pour que eux vivent vraiment mieux, quoi, en fait. Et nous, on a juste un sentiment de fin de parcours, quoi, en Europe et aux États-Unis. Et là où on se trompe, c'est de croire que c'est qu'en Europe et aux États-Unis, la Chine, le Japon, la Corée sont en train de vivre la même chose. Il n'y a quasiment que l'Afrique qui est en boom démographique. Les autres pays ne le sont pas. La Chine est en dessous des 1,5. Le Japon est en dessous des 1,5. La Corée est en dessous des 1. Ouais. On mesure pas le truc. En dessous des 1, c'est que les officiels de la Corée ont déclaré que nous sommes en possibilité d'extinction, quoi. Enfin, c'est un délire, quoi. Tout dans un pays Les comme mecs, c'est ça. des dinosaures. Tu sais, ils sont en train de voir la météorite. C'est un truc de fou, tu vois. Mais vraiment.
Et ils sont en fin de parcours, quoi, en fait. C'est ça, c'est qu'en fait, tu es dans une culture, dans un pays, dans une nation en fin de parcours. Et je pense que si on veut pas que la France, que l'Europe, et par extension, on va dire le modèle occidental, droit de l'homme, démocratique, démocratie libérale et tout, soit en fait en fin de parcours, il faut qu'on recrée de l'espoir, en fait. Et moi, c'est mon combat le plus important de tous, en fait, à la fin, c'est celui qui transperce tout ce qu'on fait. C'est celui de l'espoir, quoi. Il y a encore des choses à bâtir, on vit une ère géniale. Il y a plus de gens aujourd'hui qui meurent d'obésité que de faim. C'était pas le cas il y a 30 ans. Enfin, Très bien de le rappeler sur ce podcast. Ouais, je sais, mais je dis vraiment pour dire qu'en fait, tout ça est vraiment un truc de. L'optimisation doit être au service de l'espoir, quoi. Tu vois, l'optimisation de sa santé doit être au service de l'espoir. Et qu'en fait, l'espoir, c'est probablement le truc, c'est probablement le combat le plus important de notre génération, parce que tout en découle. Le fait de monter des boîtes, le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre soin des siens, d'être raisonnable. Tout ce qui touche au fait de se comporter au mieux d'après des critères les plus objectifs possibles, quasiment toujours lié à l'espoir. Ouais. C'est le désespoir qui ramène la drogue, c'est le désespoir qui ramène la guerre, c'est le désespoir qui ramène les conflits, la haine et tout. C'est vraiment le désespoir. On est bien d'accord là-dessus. Tu vas quand en politique, du coup? Jamais de la putain de vie, mec. Jamais de la putain de vie. Justement. C'est définitif. C'est définitif. Je le dis très facilement. On ressortira tous les extraits qu'on veut si on veut. Moi, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas toucher un centime. Je veux pas toucher un salaire de l'État, quoi. Si un jour l'État veut payer mes entreprises pour faire des projets, on les fera avec grand plaisir et j'espère qu'on les fera 10 fois mieux pour montrer que ce qu'on est capable de faire. C'est un peu ce qu'on avait fait avec Élise par ailleurs, tu vois. Mais j'ai pas envie de prendre l'argent de l'État. Moi, j'ai envie de gagner de l'argent parce que mes systèmes sont rentables et qu'ils apportent de la valeur aux gens. C'est ça, moi, la vision dans laquelle je crois. Et si jamais il y a des politiques qui trouvent que ce qu'on fait c'est intéressant, on leur montrera des dizaines d'assauts qui ont besoin de plus d'argent que nous pour que eux fassent des trucs. Je pense aux ombres, je pense au Protis Club, je pense aux engagés, je pense aux déterminés, tout ce que tu veux. Ça, c'est des vrais trucs de fous qu'il faut soutenir, tu vois. Nous, le Crayon, on est rentable, on va très bien, on se développe très bien, on a une boîte florissante. On n'a pas besoin d'être aidé par la France. En revanche, on aimerait bien ne pas être empêché non plus, tu vois. Ouais, bah oui. Et parfois... on est un peu, notamment, bref, pas du tout le même sujet, mais l'administratif. Oui. Ça va? Ouais, c'est C'est bien, en fait, le sujet qui de base, c'était non, mais c'est bien, c'était justement le fait d'avoir des idées qui fusent dans tous les sens et tout. Je pense que là, c'est à l'image du podcast. Ouais. Il nous reste une dernière question majeure et après on aura un petit jeu. Tu devrais répondre par oui ou par non. Vas-y, je t'en laisse la poser. Bah, quel est ton rêve le plus fou, là? Si t'avais un rêve à retenir, quel est ton rêve le plus fou? Je vais te faire une réponse débile et une réponse peut-être plus sérieuse. La réponse débile, c'est acheter un club de foot à Paris. Ok. Et de faire monter un deuxième club à Paris. En créer un, en racheter un. Enfin, je m'en fiche un peu du truc. Mais juste, toutes les grandes villes d'Europe ont plusieurs clubs. Paris n'en a pas. Ouais. Et je comprends pas pourquoi. Alors qu'il y a le bassin de population, l'amour du football, l'affection quand même de moins en moins grande envers le PSG, le Qatar. Donc il y a vraiment tout. Il y a un boulevard, il y a vraiment ce qu'on appelle il y a un marché à prendre, quoi. Et j'adorerais le faire parce que c'est ma passion depuis que je suis petit. J'ai le nombre de carrières FIFA que j'ai tapé. Enfin, bref, je suis fan de foot complètement dingue, mais je pense que c'est quelque chose qui ne se fera jamais. Enfin là, pour le coup, ce serait vraiment n'importe quoi. Et aussi parce que je ne le ferai pas avec un rôle très très subsidiaire. Si je le fais, je suis vraiment dans les on va dire, 5 figures clés du club. Tu vois. C'est vraiment pour avoir vraiment une partie très importante de la gestion de ce truc-là, parce que j'ai des idées extrêmement arrêtées. Tu vas monter un club extrêmement hardcore, avec toute une dimension très populaire, où tu mets dans ton capital des entrepreneurs qui partent de rien, des rappeurs. Enfin, tu fais vraiment, tu sais, tu vois un peu le Grand Paris le son de Médine, je sais pas si ça vous parle, c'est un peu le band organisé de Paris, tu vois. Ouais. Bah, tu mets des gens un peu comme ça dedans, tu vois. Vraiment, tu fais un club hardcore pour un Atlético de Madrid, mais à Paris, tu vois. Ouais, voilà, c'est. Un club pas shiny avec des bosseurs, avec des mecs qui sont durs au mal sur le terrain. Enfin, une vraie équipe de gens qui s'identifient avec la douleur et la grind, tu vois. Et tu vois, on parlait de donner de l'espoir. Je suis sûr que ça, c'est un truc qui serait une flamme magnifique dans l'espoir qu'on pourrait donner, tu vois. Le club parti de rien, tu vois. Ça peut être vraiment ouf. Surtout que ça réunit les gens, hein, le sport, hein, on le voit bien. Surtout le foot, hein. Ouais. Surtout Et le ça. foot. Voilà, peut-être ça se trouve un jour on gagnera suffisamment d'argent pour, même si ça me paraît ça pour le coup hors d'atteinte, ou un financeur trouvera l'idée suffisamment barrée pour nous suivre, tu vois. Mais c'est pas la priorité du tout pour l'instant. Et le rêve plus réaliste et tout, c'est de vraiment devenir le plus gros groupe média digital de notre génération, tu vois. Et quand je dis le plus gros, c'est pas un classement, hein, si on est deuxième ou troisième ou premier. Ouais, avec un maximum d'influence pour vraiment impacter les gens. Ouais, quoi. vraiment réussir à se dire, on crée des marques et des médias de confiance dans tous les domaines les plus importants du 21e siècle. C'est ça vraiment le but.
Et aujourd'hui, on y va étape par étape, notamment parce qu'on a envie de très bien les monétiser. Parce que si on les monétise très très bien avec un excellent édito, on va avoir une robustesse financière de dingue qui va nous permettre d'investir sur des projets de fou. Et du coup, on sera beaucoup plus détendu par rapport à l'audience. On sera beaucoup moins tenté de faire du putaclic, de réagir vite. Enfin, toutes les mauvaises décisions que prennent les médias sont liées à leur stress commercial. Ouais. Si on arrive à disparaître notre stress commercial, on peut commencer à aller sur tellement de thématiques différentes. Et c'est ça qu'on est en train de craquer. Ça va être le gros cycle là, de 12-18 mois qu'on va vivre. Ça va être là-dessus. Donc, Ok. c'est un peu le truc. Trop bien. Bah, du coup, en fait, j'avais une dernière question. Ouais. Là, du coup, tu as parlé de tout l'espoir que tu as pour la France, qu'il faut faire, etc. Du coup, au début du podcast, tu as un peu taclé tout ce qui est partir à l'étranger, tout ça. Quel est ton avis là avec cette vague de gens qui s'en vont dans les pays style Thaïlande, surtout Dubaï? Est-ce que tu comprends qu'ils veulent quitter une réalité économique qui leur convient plus, ou est-ce que tu dis juste, les gars, vous êtes dans une dictature islamique à Dubaï, c'est pas ça qui va régler les problèmes que vous avez ici? C'est vraiment une bonne question. J'ai du mal à avoir un avis là-dessus. Parce que d'un côté, ça rend vraiment ma boule. Vraiment. Et j'étais pas rentré parce que moi, je suis aussi un peu un pirate à la base sur certains trucs, tu vois. Genre, non, mais dans le sens où, genre. Pirate. Ma première boîte, c'était dans le milieu de la nuit. C'est quand même vraiment pas un milieu très de gens. C'est pas un milieu très fair-play, très propre et tout ce que tu veux. Après, j'ai vraiment eu ce truc de... je me suis vu à un moment dans ma vie devenir être quelqu'un de beaucoup plus pirate que quelqu'un, entre guillemets, un peu d'engagé pour essayer d'améliorer son environnement, tu vois. Donc, je comprends complètement le raisonnement. L'État est irresponsable, selon moi, sur l'administratif, presque d'ailleurs, beaucoup plus que les impôts. Ouais. La considération culturelle française de l'entrepreneuriat est quand même un peu problématique, même s'il y a du beaucoup mieux. Après, j'ai envie de dire, ça dépend... Est-ce que les gens y vont que pour des questions fiscales et administratives? Dans ce cas-là, je trouve ça un peu facile, en vrai. C'est vrai, les gens y vont parce qu'ils trouvent que la vie est beaucoup plus cool. Moi, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui me parlent de température. Ouais, je suis à Dubaï ou à Bali ou au Brésil parce qu'il fait plus beau. Je peux pas contester ça. Je trouve ça hautement respectable et j'ai aucune critique à mettre là-dessus. Moi, je pense que je n'aimerais pas vivre dans un pays où il fait 30 degrés toute l'année. Ouais, Je l'ai pas encore testé, j'ai pas encore vécu un an dans un truc comme ça, mais tu vois, moi, j'avais déjà fait plusieurs mois en Californie de suite parce que j'ai de la famille qui vit là-bas. J'étais content de mettre des manteaux à Paris, ce que tu veux, pas forcément, il fait froid, mais tu sais, il fait un petit 15 degrés, changes, tu vois, ouais. un petit 15 degrés avec un petit vent, j'aime bien, tu vois. Ouais, t'apprécies les saisons. Ouais, j'apprécie les saisons, donc c'est pas un truc. C'est mais tu détestes ça, va à Dubaï en fait, frérot. Après, ça empêche pas que. Après, faut pas se revendiquer. Faut pas se revendiquer français. Faut pas donner de leçons de morale sur faut pas donner trop de leçons de morale sur la C'est France. ce qu'on a vu à Dubaï, nous. En fait, les gens, ils critiquaient la France, il y avait une haine, mais ils se retrouvaient qu'entre Français. Je dis, les gars, vous faites tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez quitté, et tout ce que vous critiquez dans votre pays. En fait, vous parlez pas la langue locale, vous restez qu'entre vous. Et en fait, tu dis, ouais, la France, j'aime plus, ça me saoule et tout. Ton seul rêve, c'est de retrouver la bouffe française. Arrête de critiquer. Accepte, c'est pas grave. Soit dans un auto vibratoire, aime, gratitude et. Non, mais je critique comprends pas, hein. complètement ce que tu dis. Oui, mais de toute façon, c'est sûr que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, et après, les gens, ils se justifient et tout. Mais je suis d'accord que c'est un très bon point, le fait que les gens se retrouvent entre Français alors qu'ils se sont cassés de la France. C'est quand même un truc vachement marrant. C'est très très drôle. Hein. Mais Ouais, ça, t'as beaucoup ça dans les communautés internationales. T'as vraiment une vraie culture commune de plus en plus. Un truc qu'on a beaucoup reproché à Jacques Attali d'ailleurs, sur le côté cosmopolite, citoyen du monde et tout. T'as beaucoup de gens internationaux qui ont un esprit, une vision du monde, une vision de la vie assez similaire dans ces cercles internationaux qui bougent beaucoup de villes. Moi, je l'ai beaucoup vu pour avoir fréquenté pas mal de gens dans ces cercles-là. C'est pas mon truc, moi, mais je faut quand même que c'est très sympa comme vie aussi. Je sais pas. J'ai vraiment du mal à m'exprimer là-dessus parce que je blâme pas les gens, mais en revanche, après, derrière, c'est pour essayer si tu n'opères que sur le marché français et que tu ne traînes qu'entre Français, tout ce que tu veux, mais qu'en fait, t'as juste voulu bouger à Dubaï parce que, je sais pas, les impôts et autres. Ouais. Surtout pour quelle vie, quoi. Franchement, nous, on l'a vécu, hein. Pour quelle vie, genre. Ouais, et en vrai, vous avez combien de temps, vous, à Dubaï? Enfin, on a vécu Un mois et demi. expérience, un mois et quand même, demi. un mois et demi. Ouais. On y retournera plus. Ah ouais, à ce moment-là? Non. Sauf s'il y a une truc de business à faire, Une où tu vas opportunité. 3 jours, une mission, tu pars, mais. Oh. Puis tu disais chaud, mais là, à Dubaï, quand il fait 50, c'est juste pas vivable. Mais Ouais. ils nous sortent, ouais, t'as la clim. Super. Ouais. Nickel, merci. Ouais. Donc, vraiment, tu dois sortir. Pareil pour le sens inverse, du coup, quand il fait froid, pareil, quoi. Ouais, non, mais. Le chauffage. Ouais. Ouais, mais tu vois, moi, je pense surtout à ceux qui vivent genre au Canada ou au Québec. Pour moi, c'est juste pas possible de vivre dans ces pays-là.
quand il fait moins 40 et qu'ils doivent être Quand sous c'est terre. pas tempéré, ouais, c'est. En fait, c'est une réalité que tu peux pas dans les deux Avec cas. le réchauffement climatique, ça va s'accentuer. Hein. Ouais, c'est sûr. Ok, bah super. Bon, bah écoute, pour clôturer, on a un petit jeu qu'on fait à chaque fois. C'est un oui ou non. Tu réponds juste oui ou non. Ok. Et t'as pas le droit de. Tu dois répondre quoi. Et Ok. après, si tu veux juste détailler un truc, il nous restera 5-10 minutes, tu auras le temps de le Ok. faire. Tu commences? Ok. Pour toi, être beau, c'est important. Oui. Est-ce que t'as déjà failli être en burn-out? Non. Penses-tu avoir un bon rythme de vie? Oui. La France est le meilleur pays pour entreprendre. Non. La France est le meilleur pays du monde. Oui. Est-ce que tu aimerais faire de la politique? Jamais. Si tu étais ministre de l'Éducation, est-ce que tu rendrais obligatoire les cours de nutrition à l'école? Non. Est-ce que tous les salariés du Crayon devraient faire du sport? Non. Est-ce que tous les soirs, tu te couches scandalisé parce que tu apprends au quotidien? Ah, les piégeuses, celle-là. Non, évidemment. Avec l'actualité, est-ce que tu donnes ton soutien total aux agriculteurs? Joker, je connais pas du tout, c'est le sujet. Est-ce que tu crois les recommandations de santé? Pas trop, non, pas trop pour le coup. Est-ce que la viande, c'est bon pour la santé? Oui, enfin moi j'en bouffe pour le coup. Écoute, je crois que c'est la première fois qu'un invité, genre, joue vraiment le jeu. Je dis oui, non. T'as utilisé ton joker et c'était très noble parce que t'as dit j'ai pas assez de recul sur la question. Non, mais c'est parce que du coup, comme je traite de sujets parfois un peu très transverses, où je passe d'entrepreneuriat au business ou à autre, et que devenant un peu connu sur les réseaux, du coup on m'invite pour les trucs, j'essaye de plus en plus, parce que parfois j'avais ce syndrome de expert en tout, Ouais. j'essaie de plus en plus de pas m'exprimer sur les sujets que j'y connais pas, et encore plus quand les sujets sont très sensibles. Parce que ça, c'est un truc que je trouve extrêmement illégitime de commencer à revendiquer, parce qu'on a plus de visibilité, une opinion éclairée sur un sujet alors qu'on l'a pas du tout. Et c'est mon expérience aussi de chroniqueur télé qui me fait dire ça, où il y a plein de sujets maintenant où j'accepte de dire voilà ce que moi, voilà une stat que j'ai trouvée, voilà ce que j'ai pensé, voilà quelles questions je me posais, mais pas de dire je sais ça, tu vois. Et typiquement sur les questions qu'on abordait précédemment autour de comment fonctionne l'hôpital public, c'est un sujet sur lequel j'ai bossé à l'université, sur les questions de comment tu recrées des imaginaires, moi c'est mon quotidien, enfin donc ça je connais. Agriculteur, Ouais. j'en sais rien. Est-ce que les pesticides c'est bon pour le corps? Bah non, c'est pas bon, ça nous crée des cancers. D'un autre côté, est-ce qu'ils peuvent marger et réussir à créer un business rentable sans? Bah peut-être pas. Est-ce que c'est de la faute des grands groupes? Oui, mais est-ce que ces grands groupes existent pas? Bah en fait, on se retrouve pas à avoir pas de provide de bouffe. Donc en fait, c'est d'ailleurs un des grands problèmes de la France, c'est que ce qui est d'ailleurs le cas de beaucoup de pays, mais un des problèmes de la France qui est très vrai en France, pareil partout, mais très vrai en France, c'est t'appuies sur un bouton d'un truc qui sort. Tu réappuies là, c'est un autre truc qui sort là. Donc du coup, c'est une espèce de jeu infernal et infini de ça. Le Ouais, ça système jongle est trop imbriqué, tout le temps, Le ouais. système est beaucoup trop imbriqué, c'est super compliqué. Mais t'as dit quelque chose de très vrai là, c'est que tu vois, bah, nous on est les premiers à dire qu'il faut manger naturel, de saison, local, d'un point de vue de la santé. Par contre, il y a une réalité aussi qu'on est 70 millions en France et qu'en fait, tu peux pas nourrir 70 millions de personnes avec de l'alimentation biologique. Mais oui. C'est parce qu'en fait, c'est comme ceux qui disent oui, mais faites pousser chez vous. Oui, mais en fait, si demain tout le monde faisait pousser les choses chez soi, mais en fait, ça serait juste pas Mais possible. c'est pas d'avoir- possible. Tout le c'est- monde vit en faut- enfin, la plupart voilà. vit en Mais appart. tout le monde vit en ville, donc. Ouais. Faut revenir un peu au c'est réel, tu vois. pas- Ouais. Et typiquement, en fait, même si nous, bah, voilà, on conseille d'éviter les pesticides, on sait que si enfin, c'est juste pas tenable, quoi. Ça coûte cher en plus. Ouais, il faut. C'est. Ça coûte Ouais. cher, tu sais. Bah ouais. Donc voilà, bah écoute, je pense que c'est une bonne façon de clôturer. Merci beaucoup, c'était top. Ouais, avec Ouais. plaisir. Merci On à mettra de vous. toute façon tous tes liens en description pour que les gens J'espère puissent que te c'était retrouver. suffisamment intéressant sur la santé et que j'ai pas trop dérivé sur. Bah non, en fait, c'était vraiment. Je crois que cet épisode te décrit parfaitement. Oui. Tu vois? Non, mais c'est parfait. Et nous, ce qu'on propose aux invités, c'est de faire un deuxième épisode dans 5 ans, 10 ans. Pour Très voir bien, avec plaisir. l'évolution. L'évolution. Avec Donc, plaisir. bah merci. On Est-ce que mettra je tous les serais liens en devenu baraque description. ou au contraire, je me serais laissé aller en mode. On, Tiens, espère, bah, on espère pour la baraque. Voilà, prochaine vidéo, on se fait une séance muscu. Et puis merci Très d'être bonne venu. Et puis Ouais. à la prochaine, c'était Corps Esprit. Ciao tout le monde. Salut.